Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI ce soir. Vladimir Poutine a laissé éclater sa colère après les opérations de sabotage menées sur le territoire russe par Kiev, une organisation terroriste, dit-il, dont les alliés sont les complices. Le président russe a officiellement lancé la chasse aux traîtres qui ont aidé les Ukrainiens à clouer au sol une partie de l'aviation russe. Regardez ces nouvelles images des aérodromes bombardés au nord de la Russie. Les chauffeurs des camions qui ont transporté les drones d'attaque ou leurs pièces détachées qui ont permis aux Ukrainiens d'organiser une telle opération ont été arrêtés et interrogés. Un tel affront ne sera donc pas laissé impuni, fait savoir ce soir la Russie. Keith Kellogg, l'émissaire américain de Trump pour l'Ukraine, s'inquiète. Il estime que l'opération menée par Kiev accroît le risque d'escalade face aux secrets dévoilés de l'arsenal militaire russe qui révèle un réarmement sans précédent de Moscou. La production de missiles balistiques russes capables de transporter des ogives nucléaires a augmenté d'au moins 66% en un an. L'Ukraine a-t-elle poussé Poutine à bout? Le seuil nucléaire russe a-t-il été franchi? La question se pose car les bombardiers stratégiques qui ont été visés par Kiev sont des bombardiers nucléaires. Missiles nucléaires attaqués, Poutine est-il inarrêtable? C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutons la réaction de Vladimir Poutine. Ce qu'il s'est passé à Briansk, dans la région de Briansk, était une attaque ciblée contre les civils. Et selon toutes les lois internationales, de telles actions sont qualifiées de terrorisme. Cela ne fait que confirmer nos inquiétudes quant au fait que le régime de Kiev, déjà illégitime, se transforme progressivement en une organisation terroriste et que ses alliés deviennent leurs complices. Partons tout de suite à Moscou, retrouver Julian Colling, bonsoir, correspondant en Russie. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier ce soir. Vladimir Poutine est donc sorti du silence. Oui, enfin, on pourrait dire, puisque sa prise de parole se faisait attendre. Quelques jours d'attente sans aucun mot de la part du Kremlin suite à différents incidents donc, de ce week-end en Russie. Et effectivement, on sait que le Kremlin aime généralement faire un peu comme si de rien n'était, essayer de passer sous le tapis les informations gênantes pour la Russie, notamment bien sûr les attaques, on va dire plutôt de sabotage réussi, voilà, l'Ukraine sur le sol russe. Ça fait un peu tâche pour la Russie, il ne faut pas trop en parler. Mais là, évidemment, ce qui est important, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup mentionné, c'est que dans la région de Briansk, donc, où ce train donc, a été tapé par un pont qui s'est effondré, il y a eu quand même une dizaine de morts civiles en fait. Les Russes civils sont morts et donc c'est pour ça que Poutine a pris la parole aujourd'hui pour leur rendre hommage. Également, bien sûr, on l'a vu, attaquer tout de suite Kiev pour cet incident, alors que l'Ukraine n'a pas pour le coup pris la responsabilité de cette attaque. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé et pourquoi ce pont s'est effondré. Et donc pour lui, c'est bien sûr une occasion, une fois de plus, pour critiquer ardemment l'Ukraine, vous l'avez entendu, les traités désormais d'organisations terroristes. Et pourquoi cela? Eh bien, ça montre également un manque de volonté certainement russe qui est confirmé aujourd'hui de discuter avec l'Ukraine. On sait que les discussions en Turquie pour l'instant n'aboutissent à rien du tout et donc la Russie et Poutine peuvent utiliser désormais l'argument que l'Ukraine commet des actes terroristes, je cite, sur le sol russe pour ensuite balayer toute discussion, toute velléité de paix et d'avancée donc du processus. Et donc d'ailleurs Poutine l'a dit aujourd'hui, qui négocierait, je cite, avec un régime terroriste et un président comme Zelensky qui est totalement illégitime et qui est lui-même un terroriste? Personne. Et une façon pour lui de confirmer qu'on est très très loin, voilà, encore une fois, de réelles avancées sur le plan diplomatique et un rapprochement des deux positions entre Kiev et Moscou. Merci beaucoup Julian Colling, correspondant en Russie, en direct ce soir de Moscou. On va aller plus loin dans ce grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir autour de la table le colonel Michel Goya, bonsoir, notre consultant militaire pour LCI. Grégory Phillips, bonsoir, notre rédacteur en chef international pour LCI. Sylvie Berman, bonsoir, ex-ambassadeur de France en Russie, en Chine et au Royaume-Uni. Jean-François Boutor, bonsoir, vous êtes essayiste, spécialiste de la Russie et l'un de vos ouvrages dont on parle beaucoup, c'est, je devrais me souvenir du titre, Poutine, la logique de la force aux éditions
de l'aube. De l'aube. Merci beaucoup à Jean-François Boutor. On l'aura compris, c'est désormais œil pour œil, dent pour dent. Volodymyr Zelensky assume d'avoir déclenché la foudre russe, la colère de Poutine, pour rétablir, dit-il, un rapport de force plus écoutable. Écoutons-le. L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre. Mais elle a parfaitement le droit de se défendre. Elle a parfaitement le droit de défendre son indépendance, de défendre son peuple. La guerre cause des dommages et des pertes importantes, en particulier pour l'agresseur. C'est ainsi que l'on rétablit la justice et que l'on instaure une véritable paix. Volodymyr Zelensky prend des risques, Grégory Phillips, c'est qui tout double désormais. C'est qui tout double. On attendait depuis ce week-end et depuis hier la réponse de Poutine. La voici dans les mots. Zelensky est un terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. On n'est pas très surpris par ce type de réponse. Maintenant, attendons de voir la réponse dans les actes. Que va faire Poutine? Quelle va être la réponse militaire? Vous vous souvenez qu'après chaque... J'aime pas trop cette expression, mais après chaque coup d'éclat des Ukrainiens, il y a eu des bombardements massifs sur plusieurs villes ukrainiennes. On se souvient de ce missile Orychnik lancé sur la ville de Dnipro il y a quelques mois comme un message adressé aux Ukrainiens. Attention, ce missile est susceptible de porter une tête nucléaire. On va voir maintenant sur le terrain comment Poutine va répondre à ce qui s'est passé ces derniers jours, à savoir la destruction de ses appareils et puis l'attaque contre le pont de Crimée, parce qu'il devra répondre. Vous avez utilisé, je crois, l'expression d'affront fait à Poutine. Clairement, il y a eu plusieurs affronts faits aux dirigeants du Kremlin auxquels il ne peut pas rester, à mon avis, sans réponse. Volodymyr Zelensky estime que la Russie doit être forcée à accepter la diplomatie. Est-ce la bonne méthode face à Poutine, colonel? Je crois que c'est la seule. Effectivement. Je pense que tant que la Russie considérera qu'elle peut continuer à gagner quelque chose sur le terrain, eh bien Vladimir Poutine continuera la guerre. Et donc la seule manière vraiment je pense, pousser la Russie à la paix, c'est de faire en sorte qu'il considère, une bonne fois pour toutes, que chaque jour qui passe ne rapporte plus rien, que les pertes qui sont ce jour-là seront des pertes inutiles, et qu'au moins il faut les arrêter. Bon, le problème, c'est que il faut les arrêter sur le front en réalité. Les coups qui sont donnés sur l'arrière, c'est magnifique, c'est magistralement organisé, mais en fait c'est sur le front qu'il faut les arrêter. C'est lorsque les troupes russes n'avanceront plus et peut-être même parfois reculeront que là peut-être qu'il y aura quelque chose. En attendant, c'est pas, voilà, les combats continueront. Jean-François Boutor. Écoutez, d'abord dans la déclaration de Poutine, il est tout à fait significatif qu'il, dans l'extrait qu'on a, il ne parle que des ponts qui se sont effondrés, qui sont un problème logistique important pour l'armée russe sur le front, qui n'est pas attribué officiellement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il évite soigneusement de parler de ce qui s'est passé à la fois au pont de Kerch et puis sur les aérodromes. Or, ce qui s'est passé sur les aérodromes, c'est un événement majeur d'un point de vue symbolique. Depuis le début de la guerre, on dit la force de la Russie, c'est sa profondeur stratégique. La démonstration qui est faite, c'est que sa profondeur stratégique, c'est aujourd'hui une fragilité majeure. Ce que font les Ukrainiens, et on le sait depuis le début, en fait, la guerre, le nœud de la guerre, c'est au Kremlin qu'il se joue. C'est dans la tête de Poutine ou dans l'entourage de Poutine. Les Ukrainiens, jamais, depuis le début de la guerre, n'ont eu les moyens et n'ont pu imaginer ils ont pu dire, mais il n'était pas raisonnable de penser qu'ils pourraient repousser l'armée russe au-delà des frontières. Par contre, ils ont un moyen aujourd'hui, et ils le développent de manière magistrale, parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Par exemple, aujourd'hui, l'information sort que le SBU aurait piraté le bureau d'études de la maison Tupolev. La maison Tupolev, c'est où on fabrique les bombardiers et une partie des missiles. C'est vrai, c'est pas vrai, ça, j'en sais rien. Par contre, l'effet psychologique à la direction du Kremlin, c'est majeur. Au même moment, je voyais ça, le Trésor fédéral russe a perdu 34% de ses recettes à travers les événements la question du prix du pétrole.
ils le vendent moins cher et donc ils perdent de l'argent. Et il y a un certain nombre de nouvelles comme ça qui font qu'au Kremlin, il y a la possibilité, on peut envisager, je ne dis pas que c'est fait, mais en tout cas pour les Ukrainiens, c'est le maillon faible, paradoxalement, il est au Kremlin. Et donc c'est là qu'ils tapent de toutes les manières possibles et inimaginables. Avant que Vladimir Poutine ne prenne la parole, la porte-parole de la diplomatie russe avait déjà promis aux Ukrainiens une riposte. Mais cela montre une fois de plus que Kiev est toujours extrêmement agressive et n'est pas encline à rechercher des solutions rationnelles. Nous réagirons en conséquence à de telles attaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous réagirons en conséquence? Madame l'ambassadeur. Non, ça veut juste dire qu'il y aura une réaction, qu'elle sera forte, mais on ne sait pas quelle est la nature, mais qu'ils ne peuvent pas effectivement laisser passer ça, parce que c'est un affront à la Russie. Il y a une dimension symbolique, même si sur le front, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Ce qui se passe, c'est que la Russie considère qu'elle peut gagner cette guerre et en tout cas gagner davantage sur le front. Donc elle n'est pas prête à la négociation dans l'immédiat. Là, ce que prouve Zelensky, c'est que l'Ukraine a des capacités d'atteindre la Russie au plus loin, parce que Vladivostok, c'est à 9000 km de Moscou, et que la Russie n'est pas à l'abri de frappes ukrainiennes, y compris à l'avenir, parce qu'en fait, c'est des opérations qui sont préparées depuis plusieurs mois. C'est en cours. Donc, c'est la seule chose que peut faire aujourd'hui l'Ukraine, parce qu'elle ne peut pas reconquérir les territoires perdus. Et d'ailleurs, Zelensky s'inscrit dans une logique de négociation. C'est ce qu'il dit à chaque fois. Il faut forcer Poutine à venir à la table de négociation. Maintenant, la réaction de Poutine, on n'en sait rien. Il est furieux, ça se voit, parce que il l'exprime dans sa gestuelle. Et il va réagir. Je ne sais pas si ça mettra fin aux négociations pour autant, parce que finalement, quand il y a des négociations, ça n'empêche pas de se battre et de frapper le plus fort possible. Oui, c'est l'idée du président ukrainien, de rétablir un rapport de force équitable pour ensuite mener des négociations. En tout cas, les Américains, eux, s'inquiètent. Ils estiment que l'opération menée par Kiev accroît le risque d'escalade, et c'est dans ce contexte que Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, alerte sur le réarmement sans précédent de Moscou. La Russie est en train de reconstituer à un rythme effréné. Elle produit actuellement des munitions à un niveau jamais atteint au cours des dernières années. Elle produit 4 fois plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN en ce moment même. Ils reconstituent leurs armées, toute leur économie est sur le pied de guerre. Des sources ouvertes émanant des services de renseignement nous ont dit que d'ici 2027, 2030 ou 2032, ils pourraient être en mesure d'atteindre un niveau de puissance tel qu'il pourrait tenter quelque chose d'insensé. Une déclaration qui va dans le sens de ce que disent les services secrets ukrainiens dans le Kyiv Independent. Dans une fourchette basse, la production russe de missiles balistiques a augmenté de 66%. Dans la fourchette haute, elle est de plus de 88%. Allons plus loin avec vous, colonel Goya. Chiffres et images à l'appui devant le grand écran. La montée en puissance des Russes sur le terrain de la production de missiles par mois, elle est extrêmement nette. Regardons. 40 Iskander, c'est ce que la Russie produisait par mois il y a un an. Un an plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est 60 à 70 Iskander que Moscou produit. Et pareil pour les Kinjal, l'augmentation est extrêmement nette. 4 à 5 par mois il y a un an et aujourd'hui 10 à 15. Comment les Russes ont-ils fait pour augmenter aussi vite leur production, colonel ? Eh bien, d'abord, ils ont consacré beaucoup de ressources, beaucoup d'investissements. Ça prouve que les sanctions économiques, notamment tous les blocus sur tous les éléments sensibles, ce sont des objets de très haute technologie. Ça, hein. Donc, on a besoin de composants électroniques également très, très perfectionnés. Que tous les moyens, enfin les tentatives qu'on a eues pour essayer de bloquer cet approvisionnement n'ont pas fonctionné ou pas assez. Et que ça n'empêche pas effectivement cette production. Ça leur coûte certainement
évidemment plus cher de faire eux-mêmes. C'est peut-être moins sophistiqué qu'ils le voudraient, mais globalement, oui, ils réussissent à augmenter leur production. Et j'y reviens, c'est une priorité pour eux. Les missiles, il y a d'autres domaines où c'est plus compliqué. Je ne sais pas, les chars de bataille ou même les obus, la production n'augmente pas de cette façon. Mais là, c'est une priorité stratégique pour eux. On peut regarder globalement la production de missiles balistiques et missiles de croisière qui a augmenté. Oui. En bleu, donc les missiles balistiques, je vous parlais des Iskander et des Kinjal, et en jaune, les missiles de croisière, comme les missiles Zircon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre les missiles balistiques et les missiles de croisière, colonel? D'accord. Alors d'abord, je rappelle un élément, c'est que ce qu'on voit là, c'est une des catégories de projectiles qui tombent sur l'Ukraine. Ce sont tous les missiles qui vont au-delà de 500 km. Mais il y a, les Russes utilisent aussi de missiles de moindre portée qui vont frapper sur Kharkiv, sur Soumy, sur toutes les villes qui sont proches de la frontière ou proches de la ligne de front. Et ils en utilisent également beaucoup. Puis il y a une autre catégorie, ce sont les drones à longue portée, de type Shahed 136 version russe Geran, où maintenant, alors c'est beaucoup moins puissant. Sur les drones, on parle de charges explosives en dizaines de kilos d'explosifs. Là, on parle de centaines de kilos d'explosifs à chaque fois. Donc, ce n'est pas la même catégorie. Mais les Russes, actuellement, sont capables de lancer des salves de 200, 300 drones chaque jour. Donc, ça, c'est les deux autres catégories. Et puis après, vous avez effectivement le noyau dur, le cœur du sujet, ce sont ces missiles. Deux catégories. Les missiles balistiques, ce sont des missiles qui partent très haut dans le ciel. Ils font une cloche comme ça et qui prennent beaucoup de vitesse. Leur particularité, c'est que justement, ils sont très rapides et sont donc difficilement interceptables. Les plus rapides d'entre eux, les Kinjal et même les Zircon, en réalité, sont dits hypersoniques. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois au-delà de Mach 5 et ils sont manœuvrables jusqu'au bout. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et ces missiles balistiques sont généralement aussi très puissants et ils sont précis, en particulier les Iskander. Et puis les missiles de croisière, c'est un autre type de missile qui vole beaucoup plus bas, beaucoup plus lentement, parfois en dessous de la vitesse du son même, la plupart d'ailleurs. Ils essaient d'échapper à la défense en essayant de voler le plus bas possible pour échapper au radar. Et la particularité, c'est qu'ils ont une portée qui est généralement beaucoup plus longue que celle des missiles balistiques, puisque là on parle plutôt, on peut aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres de portée. En revanche, ils sont plus facilement interceptables par les Ukrainiens. Autre donnée qui nous intéresse ce soir, c'est le stock de missiles russes. On se souvient que les Ukrainiens et puis beaucoup d'experts avaient dit que le stock militaire russe était épuisé, que les armes n'avaient pas été modernisées. On voit que Poutine a réussi à reconstituer son stock. Effectivement, les Russes utilisaient beaucoup de missiles. Il faut bien rappeler que, ils avaient à peu près 1800 missiles modernes, Iskander, des Kalibr ou des Kh-101 au début de la guerre. Ils ont utilisé beaucoup au début de la guerre, parfois une centaine chaque jour, et ils ont très rapidement épuisé ce stock dès le début de la guerre. Mais ils ont compensé en utilisant d'autres moyens. Là, on parle des Onyx, les Kh-22, les Kh-32, tout ça sont des missiles anti-navires. C'est-à-dire qu'ils ont détourné des missiles qui n'étaient pas prévus pour tirer sur les objectifs à terre, ils ont utilisé pour tirer sur objectifs à terre. Généralement avec beaucoup moins de précision au passage. Ça marche quand même beaucoup moins bien. Mais ensuite, ils ont lancé, à partir de 2022, on se rappelle des grandes attaques, des salves aussi toutes les semaines, à peu près de 80-100 missiles. Et on arrivait à une situation où effectivement le stock, où les Russes n'arrivaient à tirer qu'à peu près leur production. Mais depuis peu, les Russes ont réussi à reconstituer leur stock, sachant qu'ils ont deux objectifs. Il y a d'abord la guerre contre l'Ukraine, mais ils gardent quand même au coin de la tête que c'est bien d'avoir un stock de missiles à longue portée, surtout les plus puissants, les Iskander, pour une confrontation future éventuellement contre l'OTAN. On poursuit, merci colonel, ce débat à table avec vous, Grégory Phillips. C'est de ça dont les Américains ont peur quand ils disent attention à l'escalade. Oui, et c'est vraiment très intéressant ce que le colonel vient de décrire, parce que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Poutine ne va pas arrêter la guerre. C'est cette industrie qui tourne à plein régime, qu'il faut continuer à faire tourner à plein régime, et je ne parle pas des centaines de milliers de soldats qui sont bien payés sur le front, et si on les démobilise à un moment donné, il y aura une crise sociale compliquée. Mais cette industrie de l'armement, des missiles tourne à plein régime, c'est un peu comme un vélo. C'est-à-dire qu'il va très vite, si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Ou alors il faut mettre un pied à terre. Donc c'est l'une des raisons qui fait que Poutine est
est engagé dans cette guerre, peut-être dans d'autres guerres. Enfin, on a vu les signaux d'alerte, notamment venant de l'ancien patron de la CIA qui prédit une guerre contre la Lituanie dans les prochaines années. En clair, Poutine ne peut pas s'arrêter, notamment à cause de cette surproduction de missiles et de cette machine lancée à pleine vitesse. Pour s'armer, Vladimir Poutine s'appuie, on l'aura compris, sur son économie de guerre, mais aussi sur ses alliés. C'est important de vous montrer ce soir cette image de Sergueï Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité en Russie, en visite chez Kim Jong-un en Corée du Nord aujourd'hui. C'est la deuxième fois en 3 mois. Voilà. Poutine peut donc compter sur ses alliés militaires pour poursuivre sa guerre. On va poursuivre ce débat avec cette question. L'Ukraine joue-t-elle avec le feu nucléaire russe? La destruction de bombardiers stratégiques en Russie peut être interprétée comme une violation du seuil nucléaire légal de Moscou. L'Ukraine est-elle en train de pousser Poutine à bout? Le seuil nucléaire russe a-t-il été franchi? C'est ce que nous verrons dans le grand dossier. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Missile nucléaire attaqué, Poutine est-il désormais inarrêtable? Avec nos invités, Grégory Phillips, le colonel Michel Goya, Jean-François Boutor, essayiste spécialiste de la Russie, Sylvie Bernan, ex-ambassadeur de France en Russie, et le général Bernard Norlin, général d'armée aérienne en 2e section, spécialiste du nucléaire, qui est déjà connecté. Bonsoir général, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans le grand dossier. Avant de vous entendre, Medvedev a prévenu, le châtiment sera inévitable au lendemain de ces opérations de grande envergure menées par Kiev sur le territoire russe. La destruction de bombardiers stratégiques peut être interprétée comme une violation du seuil nucléaire légal de Moscou. L'Ukraine joue-t-elle avec le feu? C'est ce que nous allons voir. Jade, bonsoir. Vous nous avez rejoint. Les experts et blogueurs pro-Kremlin appellent à des représailles nucléaires. Oui, cette question, effectivement, comment Moscou va réagir? Eh bien, les Russes se la posent. Et il y a une petite musique qui monte, celle de la riposte nucléaire. Des 1000 blogueurs pro-Kremlin, qui sont suivis par des millions d'abonnés sur Telegram, exigent de la Russie qu'elle frappe de toutes ses forces, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, bien entendu, les partisans de la ligne dure réclament assez régulièrement l'anéantissement nucléaire de l'Ukraine, sauf que là, dans la tête de Vladimir Poutine, il y a trop de lignes rouges qui ont été franchies. Vladimir Soloviev, qui est le visage le plus connu de la propagande russe, en parlait lui-même à la télévision russe. Écoutez ce qu'il répond à un journaliste qui lui pose justement la question de cette fameuse riposte nucléaire. Combien de temps allons-nous accepter cela? C'est une préparation à la guerre nucléaire. Toute la nuit, nous avons vu ce qu'il s'est passé. C'est une terrible tragédie. Est-ce que le monde comprend ce qu'il se passe? Nous voyons que la guerre mondiale est inévitable. Alors je vous rappelle qu'en Russie, à la fin de l'année dernière, la doctrine nucléaire a évolué et que les conditions d'emploi de l'arsenal atomique ont très clairement été élargies par Vladimir Poutine. Et à toutes fins utiles, Soloviev a tenu à le rappeler justement après l'attaque ukrainienne de dimanche sur les bombardiers russes. Écoutez. La doctrine nucléaire, récemment mise à jour par le Kremlin, dit que toute attaque contre une infrastructure militaire d'importance critique et qui perturbe les actions de réponse des forces nucléaires pourrait déclencher une riposte nucléaire. Et l'opération ukrainienne sur les bombardiers russes était justement un motif pour une attaque nucléaire. Alors effectivement, cette attaque pourrait être interprétée comme une violation du seuil nucléaire légal. Pour les 1000 blogueurs russes, l'attaque ukrainienne de dimanche sur la Russie, ce n'est pas seulement un prétexte, vous le voyez, mais une raison pour lancer des frappes nucléaires sur l'Ukraine. Selon les experts, prendre tout cela à la légère serait une erreur, sachant que là on parle effectivement de l'attaque de dimanche, mais on peut également ajouter l'attaque ukrainienne d'hier sur le pont de Kerch, le fameux pont très cher au cœur de Vladimir Poutine. Dans le même temps, les alliés de l'Ukraine qui progressivement ont levé les restrictions sur l'utilisation des armes fournies par l'Occident contre la Russie. Il n'y a pas si longtemps sur ce plateau, on l'a répété des tas de fois, et parce que Poutine l'a rappelé également, on le rappelait, l'utilisation d'armes occidentales en territoire russe serait
le franchissement d'une ligne rouge pour Vladimir Poutine, autant d'éléments donc qui humilient le chef du Kremlin et qui le poussent à une chose. Et c'est là le problème, rétablir la dissuasion, d'où cette pression. Et Dimitri Medvedev remet une couche, le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, qui précise, regardez, il est normal de s'inquiéter, le châtiment pour le régime de Kiev est inévitable, ceux qui doivent être exterminés disparaîtront. Tout ce qui est destiné à sauter sautera. Après, attention, un ancien ministre russe qui est interrogé par CNN n'écarte effectivement absolument pas la menace d'une réponse nucléaire, mais pour lui, vous le voyez, la réponse la plus probable de Moscou serait quand même des frappes conventionnelles de missiles et de drones plus barbares, dit-il, sur les villes ukrainiennes. Donc, Vladimir Poutine pourrait tout aussi bien poursuivre effectivement sur cette ligne en durcissant davantage les forces. Une chose est sûre, entre cette attaque ukrainienne et la réponse probable de Vladimir Poutine, eh bien l'accord de paix semble quelque peu s'éloigner. Merci beaucoup, Jade, pour ces informations. Je me tourne vers vous, Général Norlin. Je rappelle que vous êtes président d'Initiative pour le désarmement nucléaire et ancien directeur de l'IHEDN. Est-ce que ces attaques ukrainiennes s'inscrivent dans la doctrine russe? Est-ce que le seuil nucléaire russe a été franchi après ces opérations ukrainiennes, sur le papier? Bon, écoutez, effectivement, d'un certain point de vue, la réponse est oui, parce que dans le décret qu'a signé Vladimir Poutine en novembre 2024, c'est-à-dire très récemment, qui élargissait un peu le concept d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie, il était dit dans un des points que une attaque contre des systèmes d'armes concourant à la dissuasion nucléaire, donc quelque chose qui empêcherait le fonctionnement de la dissuasion nucléaire, serait justifiable d'une riposte nucléaire. Bon, maintenant, la manière dont on pose la question en ce moment, c'est évidemment une grande victoire pour Vladimir Poutine. Je vous rappelle quand même que depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine n'arrête pas de manier le chantage nucléaire, la menace nucléaire, plus de 200 fois depuis le début de cette guerre. Ce qui prouve que... et ça marche. Et ça marche vis-à-vis des Occidentaux qui ont jusqu'à maintenant clairement dissuadé l'Ukraine de frapper en territoire russe et également, donc évidemment, toutes les attaques, tout ce qui pourrait provoquer une riposte qui serait susceptible de provoquer une riposte nucléaire. Donc c'est une manière aussi, dans ces espèces de renouveau et de violence de la chantage nucléaire qui fait suite effectivement à l'attaque ukrainienne. Donc c'est effectivement une manière de dire aux Occidentaux, il faut arrêter, il faut convaincre l'Ukraine d'arrêter et de nous laisser faire la paix à notre guise en Ukraine. Alors maintenant, quelle est la riposte possible des Russes? C'est évidemment moi ce que je pense, mais bon, ce qui est encore, on verra ce que l'avenir nous réserve, une riposte conventionnelle très forte et très symbolique, ou bien une attaque nucléaire dite tactique ou pré-stratégique, comme vous voudrez, sur un objectif précis. Et quelle serait la réaction des Européens, des Occidentaux, États-Unis et Européens? Bon, d'abord, je ne pense pas que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc ça ne se justifierait pas une réponse nucléaire de la part des Occidentaux, et encore moins des États-Unis, bien des Européens, encore moins des États-Unis. Pardon, Général Norlin, bien sûr, vous êtes en train de nous dire que si Vladimir Poutine décidait d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine, l'OTAN ne serait pas obligée automatiquement de réagir sur le terrain nucléaire aussi? Non, c'est l'article 5, déjà que l'article 5 est susceptible à l'interprétation. Bon, bien sûr que non. Bon, voilà. Et en plus, vous voyez, c'est aussi le résultat des espèces de guerres psychologiques que mène la Russie avec le chantage nucléaire et Vladimir Poutine en particulier. C'est-à-dire que nous sommes des dissuadeurs dissuadés. Nous avons tellement peur d'une escalade nucléaire qui serait déclenchée par une attaque de l'Ukraine, bon, que chaque fois nous cédons. Et je ne pense pas
que l'OTAN, et encore moins les États-Unis, je le répète, pourraient riposter par une attaque nucléaire. On pourrait peut-être riposter par une attaque conventionnelle, et encore, je pense que tous les pays de l'OTAN ne seraient pas tout à fait sur cette ligne de vie, sur cette ligne. Donc voilà, moi je pense que là, c'est une manifestation encore plus forte de la part des Russes et de Vladimir Poutine d'utiliser le chantage nucléaire pour faire plier et l'Ukraine et les Occidentaux. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Général Norlin, avec Jean-François Boutor. Est-ce qu'on sait quelle est la part des faucons du Kremlin qui pourraient avoir gain de cause et pousser Poutine à réagir sur le terrain du nucléaire? Je pense que la question ne se pose pas exactement comme ça. D'abord, comment dire, c'est pas à nous de décréter que les Ukrainiens ont passé le seuil ou pas. Ça, c'est une question qui concerne les Russes et eux seuls. Et personne ne peut le dire à la place de Poutine parce que c'est une décision, comment dire, discrétionnaire de celui qui a la possibilité, et c'est pareil en France, que celui qui a la possibilité d'appuyer sur le bouton nucléaire. C'est la première chose. La question, on s'interroge forcément. Oui, mais on peut s'interroger, mais si on commence à dire chez nous que les Ukrainiens... Si on donne à Poutine des arguments pour légitimer ça, je pense qu'on lui rend un grand service, et c'est ce que disait le général Orlov en commençant. Je pense qu'il est allé un peu loin quand il a dit qu'il n'y aurait pas de riposte, peut-être pas au titre de l'OTAN, mais est-ce qu'une puissance nucléaire, enfin un pays doté aujourd'hui en Europe, ou voire les États-Unis, peut accepter qu'on franchisse réellement le seuil du nucléaire sur la planète? Je ne crois pas non plus. Je crois que ça nécessitera une autre réponse que simplement questionner l'article 5. Ça ira d'ailleurs probablement, si jamais ça devait aller, ce qui n'arrivera probablement pas, ça irait beaucoup plus vite. Parce que c'est des questions de temps, il n'y a pas tellement le choix. Dernière chose, pour revenir à votre point de départ, il y a évidemment autour de lui beaucoup de faucons. Alors, il faut quand même se méfier. Il y a d'abord des gens qu'on fait parler, qui sont dans des rôles. Medvedev, tous les gens là qu'on a cités, c'est exactement ça. Il y a par ailleurs des mille-blogueurs, enfin des gens qui sont du côté des militaires. Et les militaires, ils sont en train de constater une chose. Aujourd'hui, sur le front, le rythme quotidien des attaques russes a augmenté d'à peu près 20%. Et le nombre de gens qu'on expose à la mort directement augmente encore. Ça veut dire que Poutine, la première chose, ce qu'il a déjà fait, c'est qu'il demande aux Russes de mourir davantage, parce qu'il espère qu'en mourant davantage, ils vont faire plier l'Ukraine. C'est ça la réalité des choses. Il faut avoir ça en tête. Avant de demander aux Ukrainiens de se tenir bien, il faut déjà commencer par faire entendre ce que fait Poutine. Et c'est ça la première chose. Il y a un site américain qui vient de chiffrer, tenez-vous bien, alors les chiffres, il faut les prendre avec prudence, mais qui vient de chiffrer à 1 million de morts et blessés les Russes, le nombre de Russes depuis le début de la guerre. Oui. C'est colossal. C'est monstrueux. Tout à l'heure, on parlait du développement de l'arsenal de missiles, mais ça se paye au prix d'un appauvrissement considérable de l'économie civile. Donc, c'est ça qui est en... Alors, Poutine, il est pris entre des gens qui voudraient l'engager encore plus loin. Alors, vous avez entendu là, ce qu'a dit Soloviev, il a employé un mot très particulier, il dit « to neizbieżne », c'est-à-dire on ne peut pas fuir ça, on ne peut pas l'éviter. Mais quand il dit ça, il dit quelque chose qui est impossible, parce qu'il dit à Poutine « tu n'as plus le choix ». C'est ça qu'il dit, si c'était vrai. Mais Poutine ne peut pas être dans cette situation-là. Poutine, alors, il y a aussi une citation que je voudrais vous faire allez-y, après on peut prendre la parole. Parce que, dans sa déclaration de tout à l'heure, voilà comment il a terminé. La paix signifie la perte du pouvoir, et le pouvoir est le plus important pour ce régime que la paix et la vie des gens, qu'il ne considère pas comme des humains. De qui parle-t-il? De lui ou de l'Ukraine? Il parle de l'Ukraine, mais la réalité, ce que je vous ai dit, c'est lui qui ne considère pas que les êtres sont des êtres humains. Alors moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ces rodomontades, de ces mouvements de mouliers, parce que c'est un point où il ne peut pas s'engager en réalité. Bien sûr. Parce que, encore une fois, c'est un seuil symbolique qui n'a jamais été franchi. Et s'il est franchi une seule fois, alors plus personne ne peut répondre de rien, et Poutine tient et à la fois à sa vie et à la vie de la Russie. Parole aux militaires, qu'en pense le colonel Goya?
Alors d'abord, je veux tuer un argument qu'on a vu fleurir un peu sur les réseaux pro-russes, c'est de dire, voilà, les bombardiers stratégiques, ils étaient à l'air libre, parce que la Russie respecte les principes de l'accord New Start, qui impose une visibilité des arsenaux nucléaires, et que les Ukrainiens ont lâchement utilisé la bonne volonté russe pour attaquer ces bombardiers. Bon, d'abord, il faut rappeler que la Russie a suspendu toute application de l'accord New Start depuis 2 ans, et que dans ce cadre-là, normalement, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur l'emploi des moyens. C'est-à-dire que soit les moyens sont à destination de dissuasion nucléaire, auquel cas, d'accord, on fait attention, on les surveille, et puis, ou ils sont utilisés de manière conventionnelle. Mais on ne fait pas les deux, ce que les Russes font avec leurs bombardiers, qui sont utilisés, les mêmes qui ont été frappés, les mêmes qui peuvent porter le Kh-102 en version nucléaire, bombardent tous les jours l'Ukraine aussi. Donc il y a une ambiguïté, de la même façon que les Russes ont utilisé un missile à vocation nucléaire, l'Oreshnik, de manière conventionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, la Russie a très, très largement trahi tous les principes. Le seul peut-être qui tient encore, c'est le fait d'avertir quand ils font des exercices ou ils utilisent des matériels nucléaires. Maintenant, sur cette question propre du seuil, il faut bien comprendre que le franchissement du seuil du seuil nucléaire par la Russie, c'est-à-dire l'emploi d'une arme nucléaire, quelle que soit sa puissance, en réalité, là, on franchit véritablement, on saute dans un autre monde, dans un autre bascule. On bascule dans autre chose. Il est évident que là, tout le monde se mettrait en édition spéciale et que ça ferait réagir le monde entier. Et concrètement, il y a un coût politique dans cet emploi très important. Je précise que ce n'est pas un souhait, quand vous dites on basculera en édition spéciale. On ne se place pas dans cette perspective-là. Non, mais je veux dire, là, on bascule dans toute autre chose, très, très clairement. Même si l'explosion n'est pas de très grande puissance, vous aurez, la Russie se mettra au banc des nations. Un certain nombre d'alliés, la Chine, qui est la première, qui est très sensible sur le sujet, a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle ne tolérerait pas un emploi en premier de l'arme nucléaire par qui que ce soit, d'ailleurs, y compris par la Russie. À l'époque où ça avait été un peu envisagé, en novembre 2022, déjà, les Américains, à ce moment-là, avaient envoyé un message en disant fort que les Américains réagiraient de manière conventionnelle, mais fortement. Alors maintenant, on est un peu effectivement dans le flou sur les réactions possibles de l'administration actuelle. Mais il faut bien comprendre que ça ne se fait pas à la légère. Le coup qui a été porté aux forces stratégiques russes, en réalité, ça n'a pas empêché l'arsenal nucléaire de fonctionner. Quasiment pas du tout même. C'est quelques bombardiers qui ont été touchés, mais c'est minime dans le potentiel de la Russie. L'existence de la Russie, c'est ça l'argument suprême de l'emploi de l'arme nucléaire. L'existence de l'État, l'existence même de l'État, il n'est pas menacé. Donc, c'est quand même assez peu probable de voir la Russie tenter le coup, oser quelque chose, d'autant plus, et je termine là-dessus, c'est que sur le terrain, on y revient, ils ont l'impression de gagner la guerre. Ils avancent dans la région de Soumy notamment. Tout faire basculer dans toute autre chose, tout risquer, alors que, dans leur esprit, encore une fois, les choses vont plutôt dans le bon sens pour eux. Alors, dans les mots, le Kremlin ose également accuser l'Occident d'être responsable, complice de ces actes terroristes. Écoutez la chef de la diplomatie russe. L'Occident est impliqué dans les activités terroristes du régime de Kiev. Nous voyons comment ça se passe au niveau mondial. Tout d'abord, les pays occidentaux, ou appelez-les comme vous voulez, OTAN, centrés sur l'OTAN, Occident collectif, au choix. Mais nous comprenons de qui nous parlons. Eux fournissent des armes pour ça, précisément pour commettre ces actes terroristes extrémistes. Ils ne posent aucune condition ou restriction. On est dans la rhétorique victimaire, avec les Occidentaux embarqués sans aucune preuve dans l'opération menée par les Ukrainiens ? Oui, enfin, c'est pas seulement victimaire, c'est pour montrer que, en réalité, la Russie n'est pas faible face à un petit pays comme l'Ukraine, mais à tous les pays de l'OTAN. C'est cela la rhétorique aujourd'hui. Maintenant, sur la frappe qui a été menée sur les bombardiers stratégiques, les Américains s'en sont distancés en disant, un, qu'ils n'étaient pas informés, et deux, le général Kellogg a quand même laissé planer un certain nombre d'interrogations parce que affaiblir la dissuasion russe,
C'est un peu affaiblir la dissuasion dans son ensemble et donc ça vise aussi les Américains. Justement, donc, je me permets juste de lire ce que disait Keith Kellogg, qui est donc l'émissaire de Trump pour l'Ukraine. Il dit « Je vous assure que les niveaux de risque augmentent considérablement lorsqu'on attaque un élément du système de survie national de l'adversaire, à savoir sa triade nucléaire. Le niveau de risque augmente car on ignore ce que l'autre camp va faire. L'Ukraine se dit « Nous pouvons aussi jouer avec le feu » et ils peuvent accroître le risque à des niveaux qui, à mon avis, sont inacceptables. Oui, tout à fait. C'est une critique implicite des Ukrainiens, oui. Même si on sait effectivement que la capacité d'intervention russe sur le plan nucléaire ou de riposte n'est pas véritablement affectée. Mais enfin, c'est la première fois quand même qu'on s'attaque à la triade nucléaire russe. Et encore une fois, ça pose le problème de la dissuasion dans son entier. Grégory Phillips, les Américains condamnent, mais pour l'instant, ils n'ont pas choisi de réagir. Oui, alors d'abord, premier point, ils n'ont pas été consultés. Zelensky n'a pas demandé l'autorisation d'une opération préparée depuis, nous dit-on, du côté de Kiev, depuis au moins 18 mois. Donc les Américains n'étaient pas dans cette boucle, ce qui, entre parenthèses, d'ailleurs, peut nous interroger sur la capacité des services de renseignement américains qui n'ont pas vu cette opération qui était complètement sous les radars depuis au moins un an et demi. Maintenant, oui, il y a l'inquiétude de Kellogg qui, en gros, dit... attention, le niveau de risque est encore plus élevé parce qu'on s'attaque à la triade nucléaire russe. Moi, je pense... malgré tout, qu'il ne faut pas jouer à se faire peur. Le général Norlin disait tout à l'heure, il a brandi la menace nucléaire plus de 200 fois, Poutine, depuis le début de cette guerre. Je pense qu'il faut qu'on soit évidemment conscient des risques, du danger, etc., mais imperméable aux propos de Soloviev. Enfin, Soloviev raconte tout et n'importe quoi à la télévision russe pour essayer de nous faire peur, de nous faire fléchir dans nos décisions. Et on a vu que parfois, certaines lignes rouges, on a hésité à les franchir, nous, occidentaux, collectivement, parce qu'on avait trop peur de la réaction russe. Donc je pense qu'il faut raison garder. Évidemment, il y a des dangers. Évidemment, cette menace russe est brandie plus de 200 fois depuis le début de la guerre. Mais il faut rester calme. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Jean-François. Il me semble aussi que derrière l'inquiétude russe et les réactions très fortes, il y a une vraie inquiétude, c'est qu'ils constatent que finalement, contrairement à leurs espérances, Trump ne tient pas en laisse les Ukrainiens. Et ça, c'est un vrai problème. Ils sont même en état de se demander si Trump ne joue pas lui aussi un double jeu, parce que quand ils disent qu'ils n'étaient pas au courant, après tout, qui sait s'ils étaient vraiment au courant ou pas du tout, personne ne le sait. Et les Russes ne le savent pas non plus. Et donc il y a un vrai doute, parce qu'ils ont vraiment compté, au début du mandat de Trump, sur le fait qu'il allait tordre le bras. Oui. Combien, sur ces plateaux, on dit « ça y est, c'est fini ». Oui. Et tout le monde a cru que ça allait être fini. Or, on est presque 6 mois après, ça n'est pas fini du tout. Et donc, il y a une vraie déception et il y a aussi, c'est un peu une impasse d'une certaine manière pour les Russes. Il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Trump n'est pas l'homme qu'on voulait. Il n'est pas non plus l'homme des Ukrainiens, mais il n'est pas l'homme qu'on voulait. Oui, il n'est pas la marionnette que Vladimir Poutine pensait manipuler. C'est dans ce contexte que les Russes dénoncent justement les exercices baltes de l'OTAN qui font partie, selon eux, des préparatifs d'un affrontement avec la Russie. C'est ce que nous allons voir dans le grand dossier dans un instant. Et permettez-moi de remercier le général Bernard Norlin d'avoir été avec nous pour son analyse précieuse sur le nucléaire. À tout de suite. C'est à nous. Vous êtes au bon endroit ce soir devant le grand dossier intitulé « Missiles nucléaires attaqués, Poutine est-il inarrêtable ?» Attaqués donc par les Ukrainiens sur leur territoire, les Russes enragent et dénoncent maintenant l'opération Baltop, qui sont les exercices baltes de l'OTAN considérés par Moscou comme les préparatifs d'un affrontement avec la Russie. Écoutez ce que dit regardez ce que dit le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko. Nous considérons les activités militaires de l'OTAN comme faisant partie des préparatifs d'un affrontement militaire avec la Russie. Nous constatons qu'il vise à contrer un adversaire de même niveau, à savoir la Russie. Il pratique la supériorité dans tous les environnements opérationnels, au sol, dans les airs et en mer. Bien sûr, de tels exercices sont extrêmement
provocateur. On peut regarder en chiffres, colonel Goya, ce que sont en fait, ce que représentent ces exercices en mer Baltique. Ces alliés de l'OTAN qui sont impliqués, 40 navires, 25 avions et plus de 9000 soldats. Quel est le sens de ce vaste exercice militaire qui a lieu tous les ans et pourquoi la mer Baltique ? Alors, d'abord, pourquoi un exercice militaire ? Il y a toujours deux raisons. C'est d'abord pour s'entraîner. Il faut s'entraîner entre alliés, savoir comment faire, comment coopérer, faire de l'interopérabilité sur des exercices navals, mais on a eu récemment des exercices aéroportés, on en a parlé ici même. Donc, on voit tous les problèmes concrets que ça pose. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est toujours la démonstration. On montre à la fois aux opinions publiques qu'on se prépare, qu'on est prêt, etc. Mais aussi aux adversaires éventuels que, effectivement, aussi, on est prêt. Alors, pourquoi la Baltique ? Parce que, d'abord, pour deux raisons, là aussi. D'abord, parce que c'est devenu un lac de l'OTAN. Et la faute à qui ? Si la Suède et la Finlande rejoignent l'OTAN, c'est quand même un petit peu la faute à la Russie et la faute à Vladimir Poutine. Mais toujours est-il que maintenant, oui, tout autour de la Baltique, on voit la carte, il n'y a plus que des pays de l'OTAN, à l'exception de l'exclave de Kaliningrad et puis de Saint-Pétersbourg. Et en même temps, cette région, cette mer, c'est une mer vitale pour la Russie. C'est-à-dire 80% des exportations de pétrole passent par cette mer. Un tiers du commerce extérieur, maritime, passe par cette mer. Donc pour les Russes, c'est extrêmement important. Et donc, ils réagissent. On l'a dit aussi, ils annoncent eux-mêmes un exercice dans la région. Alors c'est assez petit, la mer Baltique, donc ça va y avoir, on va se rencontrer. Ils ont annoncé aussi que maintenant ils escortent maintenant le navire fantôme de la flotte fantôme qui transporte discrètement normalement le pétrole clandestinement. Donc du coup elle est plus fantôme puisqu'elle est escortée officiellement. Mais il y a la volonté, du côté russe de relever un peu le défi, etc. Et puis dernier élément, c'est que évidemment chaque fois que l'OTAN fait un exercice quel qu'il soit, c'est forcément une provocation, c'est forcément une préparation d'une attaque contre la Russie. Ça, c'est depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Mais à quoi elle se prépare alors ? Qui ? Quoi ? Les alliés de l'OTAN en réalisant ce genre d'exercice. Mais encore une fois, c'est des petits exercices qui s'entraînent à faire de la lutte contre les sous-marins, même si là, c'est pas une mer pro sous-marin, mais à faire du sauvetage, à faire tout un tas de petits gestes techniques en commun, de ravitaillement. Après les exercices qu'on avait commentés la semaine dernière, c'était une opération sur une île dans la Baltique où on mettait en place une base provisoire sur la Baltique, etc. Donc c'est tout un tas de missions très concrètes que l'on fait, et puis on voit les problèmes que ça pose d'interopérabilité entre alliés, problèmes de langue, les problèmes de procédure, etc. Jean-François. On peut juste donner une comparaison. En 2021, il y a eu un exercice que la Russie fait, et où l'Union soviétique fait tous les 4 ans, c'est l'exercice Zapad. Oui. C'était 200 000 hommes. 200 000 hommes. Ça donne la mesure. Et le scénario, c'était réagir à une attaque de l'OTAN, la repousser à une attaque de l'OTAN sur la Biélorussie. Là, cette année, ils sont beaucoup plus modestes parce qu'il y a trop de soldats engagés sur le front. Il n'y en aura que 13 000. En fait, c'est encore plus que les forces engagées dans la Baltique. Donc, c'est un discours récurrent, comme l'a dit le colonel Goya. Mais la réalité, c'est que de part et d'autre, on fait des exercices. Que de part et d'autre, l'ennemi, il est bien connu, puisque pour les uns, c'est l'OTAN, et pour les autres, c'est l'Union soviétique ou la Russie aujourd'hui. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, de ce point de vue-là. Sylvie Berman. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des exercices également. Alors, Vostok, c'est à l'est. Oui, et à l'époque, c'était contre une invasion de la Chine. Maintenant qu'ils se sont rapprochés de la Chine, c'est des exercices en commun. Donc, c'est normal, effectivement, que sur le front occidental, eh bien, le scénario soit celui de l'invasion, comme ça vient d'être dit, de l'ennemi. Donc, avant tous ces exercices, en fait, personne ne les voyait, personne ne les rendait publics. Aujourd'hui, à des fins de dissuasion, effectivement, c'est
on le passe à LCI. Oui, c'est bien la guerre en Ukraine qui a jeté une lumière beaucoup plus crue sur tous ces exercices militaires qui ont lieu tous les ans, Grégory Phillips. Mais j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Voilà, l'OTAN se prépare, répète, apprend à travailler ensemble avec les différents pays. Et de leur côté, les Russes se préparent aussi. Enfin, on a montré il y a quelques jours ou quelques semaines ces images de bases militaires qui sont en construction avec des hangars en Finlande, à 30 km face à la Finlande, à 30 km de la frontière finlandaise. Les Russes aussi, de leur côté, travaillent dans cette région tout au long de ces frontières. Et je citais tout à l'heure le général Petraeus, ancien patron de la CIA, qui hier soir ou ce matin disait s'attendre à un conflit déclenché par la Russie contre la Lituanie dans les quelques années qui viennent, avant 2030 je crois. Donc c'est de bonne guerre. Les Russes se préparent à toute éventualité, nous préparons à toute éventualité. L'OTAN se prépare à toute éventualité, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Écoutez l'avertissement de Mark Rutte. Les alliés doivent renforcer notre défense. Nous avons besoin de plus de ressources, de force et de capacités afin d'être prêts à faire face à toute menace. Pour atteindre nos objectifs, il est clair que nous devons augmenter de manière significative les dépenses de défense qui sont à la base de tout. Colonel, l'OTAN doit en faire 5 fois plus en termes de budget? Non, il ne faut pas exagérer non plus. Non, mais bien sûr, mais globalement, il faut faire un effort de défense. Mais en fait, il faut revenir à l'effort de défense qu'on faisait avant, qu'on faisait au moment de la guerre froide. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. On a désarmé pendant des dizaines d'années, et puis maintenant, on fait du rattrapage et on essaie de revenir à l'effort qu'on faisait à l'époque. Et il n'y a que par cette manière qu'on pourra disposer de forces réellement suffisantes pour dissuader, je parle de forces conventionnelles en l'occurrence, même si le volet nucléaire est également très important et qu'on le modernise et que du coup ça coûte aussi beaucoup d'argent, c'est être suffisamment fort conventionnellement, notamment sur toute la frange orientale de l'OTAN, pour dissuader tout simplement la Russie de tenter quoi que ce soit, comme ça a été le cas pendant la guerre froide. C'est une manière, Madame l'ambassadeur, d'encourager aussi tous les pays à monter en puissance, comme le fait la Pologne par exemple, concernant leur budget militaire. Oui, tout à fait. C'est le secrétaire général de l'OTAN. Et le secrétaire général de l'OTAN, il est aux ordres des Américains. Oui. Et pour lui, c'est son intérêt vital que l'OTAN soit maintenu et l'engagement des Américains. Donc il relaie ce discours qui est le discours de Donald Trump. Bon, même si d'un point de vue OTAN, évidemment, il est justifié de se réarmer et de consacrer un budget plus important à la défense, mais il y a également l'aspect qui est lié aux États-Unis, à la position spécifique de Donald Trump sur l'OTAN. Après, le colonel disait, c'est assez simple, il faut revenir aux dépenses de l'époque de la guerre froide. En vérité, c'est pas si simple, parce qu'il faut quand même convaincre les opinions publiques que, à partir d'aujourd'hui, il va falloir mettre plus d'argent sur la table pour notre défense, et qu'évidemment, il va falloir couper d'autres budgets, je sais pas, dans l'éducation, la santé, etc. Dans les pays proches, notamment de la Baltique, je pense que les gens sont assez convaincus que l'effort est nécessaire et qu'il faut le faire. C'est peut-être un peu moins vrai, évidemment, dans des pays qui se sentent moins directement concernés par la menace russe. Oui, mais sans se lancer dans une économie de guerre à la russe, augmenter les budgets de défense et faire tourner l'industrie de défense, c'est aussi un moteur économique qui n'est pas négligeable dans un pays qui a besoin d'activité économique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas si mauvais. Non, économiquement, c'est un investissement plus qu'une dépense en réalité. En temps de paix. En temps de guerre, en temps de paix. Mais la bataille de l'opinion publique, elle est quand même importante à mener. Parce qu'il faut embarquer les habitants dans l'idée que c'est aussi leur sécurité qui est en jeu. Bien sûr, avec cette difficulté que l'on a, nouvelle, comme Grégory l'évoquait, c'est que nous sommes loin du front. À la limite, pendant la guerre froide, la menace, elle était à quelques... De Gaulle disait, elle a deux étapes du Tour de France. C'est-à-dire que les forces soviétiques, elles étaient en Allemagne de l'Est. Et donc, c'était pas très loin. Là, maintenant, la France, il faut bien comprendre, la France est une île stratégique. On n'a pas de menace d'invasion à nos frontières. S'il faut se battre, et se battre à grande intensité, il faudra se battre loin. Et ça, effectivement, il faut convaincre l'opinion publique que c'est possible.